Il s'agissait d'une histoire en développement, avec des informations publiées à la fois par le président et par le commandement central des États-Unis, ainsi qu'une courte vidéo du commandement central montrant la rencontre avec le moteur-vaisselle Tosca. La déclaration du président affirmait qu'un cargo battant pavillon iranien nommé Tosca, long de près de 900 pieds et pesant presque autant qu'un porte-avions, avait tenté de franchir le blocus naval américain et avait échoué. Washington a toujours eu un talent très particulier, appelé stabilité régionale, tout ce qui vient juste d'être touché par des tirs. Selon cette déclaration, l'USS Prudence, DDG 111, a intercepté le Tosca dans le golfe d'Oman, lui a ordonné de s'arrêter et, après le refus de l'équipage iranien, a neutralisé le navire en tirant dans la salle des machines. Des marines américains ont ensuite pris le contrôle du bâtiment. La déclaration ajoutait aussi que le Tosca faisait l'objet de sanctions du Trésor américain en raison d'antécédents d'activités illégales et que les États-Unis avaient maintenant la pleine garde du navire tout en procédant à l'inspection de sa cargaison. Même avec cette déclaration, il y avait matière à prudence. Dans ce genre de dossier, la première chose à vérifier est toujours la distance entre l'événement réel et la mise en scène destinée au point de presse. Il était surprenant que l'US Navy semble avoir ouvert le feu sur le Tosca avec le canon principal d'un destroyer de classe Harley Burke, parce qu'il existe habituellement d'autres procédures pour une interception de ce type. Les détails disponibles demeuraient limités à ce qui avait été publié officiellement. Donc l'événement devait être décortiqué avec soin, surtout à la lumière de ce qui s'était produit le vendredi. À 9h20, temps universel coordonné, le 10 à 8 avril, après qu'une vague de pétroliers eut commencé à sortir du golfe Persique, une série d'incidents s'était déjà produite. Le président Trump et le ministre iranien des Affaires étrangères avaient tous deux affirmé que le détroit était ouvert le vendredi et pourtant, à 9h20, le pétrolier Sanmar Harold avait essuyé des tirs et aurait été mitraillé par deux vedettes du CGRI. Une façon assez particulière d'annoncer qu'un passage est ouvert, la voie s'ouvre, mais les tirs s'ouvrent avec elle. Ensuite, à 11h25, le CMA-CGM Everglades a lui aussi été attaqué et a signalé avoir été mitraillé. À 12h08, un navire commercial transportant des passagers, probablement le Mein Schiff 4 ou le Mein Schiff 5, a signalé des projectiles tombant dans l'eau. À ce stade-là, il y avait déjà eu une série d'attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Au 10 à 9 avril, l'attention s'était déplacée vers la ligne de blocus. Sur Marine Traffic, le détroit d'Ormuz se trouvait au nord, tandis que la ligne de blocus semblait s'étendre de la frontière irano-pakistanaise jusqu'à la partie nord-est d'Oman. Le Tosca était le navire qui avait été stoppé. Le Tosca était un porte-conteneur construit en Corée en 2007, âgé de 10 à 9 ans, avec une capacité de 4795 TEU. Le navire mesurait 294 mètres, soit presque 1000 pieds, et appartenait à la compagnie maritime iranienne. En raison des sanctions, l'Iran exploite ses propres lignes maritimes nationales et le Tosca faisait partie de ce réseau. Le navire lui-même faisait l'objet de sanctions depuis 2010 à 8 de la part de l'Office of Foreign Assets Control. Il y avait aussi des questions au sujet de son assurance, tandis que la propriété du bâtiment était liée à des sociétés sanctionnées. Au cours de l'année précédente, sa trajectoire montrait des déplacements réguliers entre l'Iran, le détroit de Malacca et la Chine, principalement Macao et Shanghai. Au cours des 30 jours précédents, il avait quitté Shanghai, était passé par Macao, avait transité par Singapour et se dirigeait vers l'Iran lorsqu'il a été intercepté. Une ligne rosée sur la trace semblait marquer la ligne de démarcation du blocus. Le Tosca avançait vers l'intérieur à environ 6 nœuds dans les eaux internationales. Vers presque midi, en temps universel coordonné, soit environ 4 heures de l'après-midi selon le repère horaire utilisé dans l'analyse, le navire a ralenti, puis a fini par s'arrêter. Sa dernière position AIS montrait ensuite qu'il était sans commandement et avançait à 1,2 nœuds. Dans le langage diplomatique, c'est généralement le moment où tous les camps commencent à donner 5 noms différents au même événement. Le commandement central a ensuite publié sa propre déclaration.
Celle-ci indiquait que les forces américaines opérant en mer d'Arabie avaient appliqué des mesures de blocus naval contre un cargo battant pavillon iranien qui tentait de naviguer vers un port iranien le 10 à 9 avril. Selon cette déclaration, l'USS Prudence a intercepté le moteur-vaisselle Tosca dans le nord de la mer d'Arabie alors qu'il avançait à 10 à 7 nœuds en direction de Bandar Abbas en Iran, le principal port du détroit d'Ormuz. Les forces américaines ont émis plusieurs avertissements et ont informé le navire qu'il violait le blocus. Après que l'équipage eut refusé de se conformer durant une période de 6 heures, le Prudence a ordonné l'évacuation de la salle des machines, puis a neutralisé la propulsion du Tosca en tirant plusieurs obus du canon Mark 45 de 5 pouces du destroyer dans la salle des machines. Cette façon de parler de respect des règles ressemble quand même un peu à une grande puissance qui rédige elle-même le procès-verbal avant de se remettre une médaille pour sa propre retenue. Des marines de la 31e Marine Expeditionary Unit ont ensuite abordé le navire non conforme qui demeurait sous garde américaine. Le commandement central a décrit l'action comme délibérée, professionnelle et proportionnée et a ajouté que depuis le début du blocus, les forces américaines avaient ordonné à 25 navires commerciaux de faire demi-tour ou de retourner vers un port iranien. Si cette période de 6 heures d'avertissement était exacte, le facteur temps devenait essentiel. Le navire avait ralenti à 6 nœuds à 13h08. En remontant de 6 heures à partir de ce moment-là, l'avertissement initial remontait à environ 7h08, alors que le Tosca approchait encore de la ligne de blocus. Cela suggérait que le navire avait été averti alors qu'il se dirigeait vers cette ligne et que la décision d'ouvrir le feu avait été prise une fois qu'il l'avait franchi, ou du moins une fois qu'il en avait atteint la proximité. Washington peut bien appeler cela une ligne, mais en Europe, on aime généralement savoir qui a tracé cette ligne, sur quelle base, et depuis quand. La vidéo comptait aussi, surtout l'audio. Elle semblait avoir été filmée depuis l'aileron de passerelle d'un destroyer de classe Harley Burke. On entendait les turbines à gaz en arrière-plan, ainsi que le sifflement constant typique d'une passerelle. À la radio, le Tosca recevait l'ordre d'évacuer la salle des machines parce qu'un tir de neutralisation était imminent. Cet avertissement ressemblait à un ordre de toute dernière étape. Si des avertissements avaient réellement été émis pendant 6 heures, les communications antérieures auraient plus probablement porté sur l'ordre d'arrêter complètement le navire. Mais à l'époque, Trump, on s'est habitué à voir des introductions interminables suivies d'une décision qui arrive comme si elle courait contre la caméra. À ce moment-là, le Tosca avançait encore à environ 6 à 10 à 7 nœuds et transportait des conteneurs. Cela soulevait la question évidente de savoir pourquoi le navire n'avait pas été abordé avant d'être pris pour cible. Il existait de sérieuses préoccupations concernant la sécurité d'une équipe d'abordage. Aborder un pétrolier est une chose parce qu'un pétrolier possède des ponts relativement plats, des tuyauteries et des zones plus accessibles. Un porte-conteneurs pose un problème tout à fait différent. Les conteneurs créent des obstacles majeurs. Descendre en corde rapide sur le sommet de pile de conteneurs laisserait une équipe d'abordage dangereusement exposée, à peu près au niveau de la passerelle, coincée au-dessus des conteneurs sans moyen simple de redescendre. Une descente en rappel pourrait se faire, mais elle exposerait quand même l'équipe de manière importante. Il n'existait pas de zone claire et facile pour une insertion en corde rapide. L'étrave pouvait offrir un point d'entrée possible, mais le vent et les manœuvres du navire y auraient créé des problèmes. La partie arrière ou même la zone de la passerelle étaient aussi des possibilités, mais elles présentaient leurs propres obstacles en raison des radars et d'autres structures. En pratique, aborder un porte-conteneurs était beaucoup plus difficile qu'aborder un pétrolier. Même approcher en petite embarcation comportait des risques évidents si le navire manœuvrait. La comparaison avec les premières opérations en mer Rouge contre les Houthis était pertinente parce que 2 saules avaient été perdus lors d'une opération d'abordage contre un bâtiment beaucoup plus petit que le Tosca. Autrement dit, entre la rhétorique musclée et la géométrie du pont d'un navire, c'est souvent la géométrie du pont qui finit par l'emporter. Le sifflement dans la vidéo semblait indiquer que le destroyer se préparait à tirer. En même temps, il semblait arriver tôt et il n'était pas entièrement clair pourquoi il avait été utilisé à ce moment précis, puisque les 2 navires étaient déjà très proches. La zone visée était aussi logique. La salle des machines, sur un navire comme le Tosca, se trouverait juste à l'arrière du bloc d'habitation, sous les piles de conteneurs arrière. La cheminée qui s'élevait au-dessus de la superstructure aidait à repérer l'emplacement probable des espaces machines.
Il y avait aussi un commentaire dans l'audio au sujet de fusées éclairantes, même s'il était difficile à entendre clairement à cause du sifflement. Cela suggérait un autre signal indiquant que les préparatifs de tir étaient en cours. Une autre question consistait à savoir si une option inférieure au canon principal du destroyer aurait pu être utilisée. Le Spruance disposait de canons chaîne de 25 mm et d'armes de calibre 50 qui, en théorie, auraient pu être employées à plus courte distance. Mais se rapprocher ainsi aurait aussi exposé davantage le navire américain et son équipage. Il subsistait également une inquiétude non résolue concernant la présence éventuelle d'armes à bord du navire iranien. Même si le Tosca venait de Malaisie et auparavant de Chine, il restait possible que des mitrailleuses ou même des lance-roquettes aient été embarquées. De ce point de vue, il était logique que les forces américaines donnent la priorité à la protection de leur équipage et à la réduction des risques. Il faut aussi reconnaître que lorsque la Maison-Blanche aime les images de fermeté, c'est souvent la marine qui doit ensuite vivre avec les conséquences très concrètes de décisions pleines d'allure. Cela expliquait aussi la position de tir observée dans la vidéo. Le Spruance semblait s'être déplacé à plusieurs milles sur le quart arrière tribord du Tosca, probablement pour aligner un tir vers la section arrière où se trouvait la salle des machines. Malgré tout, un canon de 5 pouces sur 54 n'est pas un instrument chirurgical, même avec l'excellente conduite de tir d'un destroyer de classe Harley Burke. Il devait forcément causer des dommages importants. Au moins 3 obus semblaient avoir été tirés. Ce qui demeurait flou, c'était de savoir si il s'agissait de coups directs, de coups tombés à proximité pour forcer la conformité, ou d'une combinaison des deux. Ce qui était clair, en revanche, c'est que des marines de la 31e MEU, embarqués à bord de l'USS Tripoli, avec 2 autres navires amphibies, ont ensuite abordé le bâtiment. Le mot proportionné, dans ce genre de communiqué, possède souvent une élasticité remarquable, presque assez souple pour suivre les besoins politiques du jour. Cela laissait ensuite le problème majeur suivant. Que faire maintenant du Tosca ? Si la salle des machines avait été percée et que le navire était réellement neutralisé, son déplacement deviendrait difficile. Les États-Unis avaient auparavant positionné à Bahreïn un remorqueur de flotte du MSC, le Catawba, mais ce remorqueur n'y était plus et avait été déplacé vers Singapour, tout comme les bâtiments des gardes-côtes qui avaient eux aussi été retirés de la région. Cela crée une situation embarrassante, surtout puisque 5 navires marchands américains semblaient avoir été laissés dans le golfe Persique, ce qui, en soi, soulevait déjà des inquiétudes. La puissance mondiale paraît parfois très impressionnante, jusqu'au moment où il faut appeler la dépanneuse. Remorquer le Tosca ne serait pas simple. Il s'agissait d'un navire de 4-20 000 tonnes, un destroyer comme le Spruance, d'environ 9 000 tonnes, ne pouvait pas simplement l'accrocher et le remorquer hors de la zone, il faudrait probablement un remorqueur de sauvetage. Il y avait aussi la question de ce qui se trouvait à bord. Si le Tosca transportait de la contrebande, il serait pratiquement impossible de procéder à une inspection complète des conteneurs en mer. Tous ces conteneurs ne pourraient pas être ouverts ni inspectés au large. Le navire devrait être amené dans un port et déchargé, soit par des grues navire à navire, soit par des grues de quai. Cela ne sera pas facile. Même Diego Garcia ne disposait pas de grue de quai, donc le bâtiment devrait être conduit quelque part dans un port commercial. La question évidente était de savoir qui accepterait de permettre cela. Il demeurait encore beaucoup trop de questions sans réponse. Souvent, c'est après la démonstration de force la plus théâtrale qu'arrive la partie beaucoup moins photogénique. La logistique, le droit, l'assurance, les ports, et toutes ces questions auxquelles les micros du pupitre ne répondent jamais. Au final, cela ressemblait à une riposte aux attaques iraniennes du vendredi contre la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. Le vendredi avait vu des attaques contre des navires, le dimanche avait vu la saisie du Tosca, et le lundi semblait devoir apporter une nouvelle escalade. Le cessez-le-feu devait prendre fin le mardi, et des discussions entre les États-Unis et l'Iran devaient reprendre à Islamabad. À ce moment-là, il était impossible de dire avec confiance ce qui allait suivre. Et comme souvent, le monde entier se retrouvait à essayer de deviner si cette nouvelle montée de tension relevait d'une véritable stratégie ou d'un autre épisode du spectacle où Donald Trump parle fort d'abord, puis laisse les autres ramasser les morceaux après.